En fait, Okoa, c'est l'assistant personnel des assurés. Donc nous, en fait, on essaye de démocratiser un service hyper VIP à des tarifs très très compétitifs. Moi, j'ai envie que ça se passe bien pour tout le monde, toute la chaîne, de la compagnie d'assurance, du porteur de risque jusqu'au client final. Donc le réseau, ça fonctionne, la chasse, ça fonctionne. Et surtout, ce qui fonctionne le mieux, c'est d'oser. On augmente la satisfaction client de l'assureur ou du courtier. On lui baisse son nombre de réclamations et donc ses problèmes avec la CPR. Puisque quand on lit le rapport du médiateur, tous les ans, le nombre de réclamations explose. Donc il y a clairement un souci là-dessus. On augmente la rétention de l'assureur ou du courtier, donc on lui fait gagner plus d'argent. Et en plus, il propose un service innovant qui va lui permettre, au moins dans un premier temps, de se démarquer de la concurrence. Si on veut monter sa boîte, il faut savoir qu'on va se retrouver à faire des trucs complètement improbables, qu'on ne sait pas faire, mais que potentiellement on va s'éclater en le faisant. Bienvenue dans Assurance en coulisses, le podcast qui donne la parole aux acteurs du secteur de l'assurance. Moi, c'est Antoine Gandois, spécialisé dans le reporting Solvabilité 2 et comptable. Dans ce podcast, nous mettrons en lumière les professionnels du secteur de l'assurance en mettant en avant leur métier, parcours, synonymes de réussite ou d'échec. Nous aborderons également les faits d'actualité et les enjeux dans un secteur qui ne cesse d'évoluer au quotidien. Bonne écoute à tous. Bonjour Héloïse. Bonjour Antoine. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te décrire dans la façon que tu le souhaites ? Je pense que ce qui me définit le plus, c'est que je suis très épicurienne. Donc j'aime faire la fête, bien boire, bien manger, faire du surf, faire du sport, voir des copains. Je déteste en fait m'ennuyer et je déteste faire des choses chronophages et rébarbatives. Et notamment, c'est rigolo parce que je pense que le truc que je dis le plus souvent, c'est « mais qui a le temps de faire ceci ou cela ?» Et en réalité, c'est pas tellement qui a le temps, c'est qui a envie. Et précisément, à force de me demander qui pouvait bien avoir envie de faire de l'assurance, j'en ai déduit que pas grand monde avait envie de gérer un sinistre. Et c'est comme ça qu'est né Okoa. Est-ce que du coup, tu peux m'en dire plus sur Okoa ? Oui, bien sûr. En fait, Okoa, c'est l'assistant personnel des assurés. Ça veut dire que quand quelqu'un a un sinistre, nous, on va s'occuper de tout ce qui est administratif à sa place. Donc, on va déclarer le sinistre pour lui, faire toutes les relances à l'assureur et au courtier. On va lui décrypter tout le jargon, puisqu'en général, les gens ne savent même pas ce que c'est qu'une franchise. Quand on parle de vétusté, on a perdu tout le monde. On va expliquer toutes les étapes à venir et celles, évidemment, en cours. On a un réseau d'artisans si jamais l'assureur n'en a pas ou que l'assuré n'a pas d'entrepreneur. On peut négocier les devis à la place des gens. On peut aller récupérer leurs anciennes factures. Par exemple, dans le cas d'un cambriolage, quelqu'un qui dit « on m'a volé ma montre », elle vient de chez Cartier, soyons fous. On peut aller récupérer la facture à leur place. Et puis surtout, quand l'indemnisation arrive, on va la regarder, la comparer avec le contrat d'assurance et expliquer à l'assuré pourquoi l'assureur n'est pas un voleur et pourquoi ça colle. Donc on remplace surtout ni l'assureur ni le courtier, on remplace l'assuré dans tout ce qu'il y a de rébarbatif et d'administratif à faire en cas de sinistre. Et cette idée-là, elle est venue comment ? Parce que moi, je trouve ça assez innovant de monter une conciergerie en assurance. C'est une première fois pour moi. Moi, je sais que 9 ans d'expérience dans l'assurance, mais je ne l'avais jamais remarqué quand j'ai souscrit plusieurs contrats. Ça t'est venu comment, ça ? Alors, en fait, c'est très simple. Moi, je travaille dans l'assurance depuis 2012. Partout, j'ai vu qu'il y avait des problèmes de satisfaction client et de rétention. Et personne n'arrive vraiment à exploser la satisfaction client et à faire en sorte que les assurés soient hyper heureux. J'en étais là de ces considérations que franchement je pense tout le monde partage dans l'assurance quand il s'avère que moi j'ai eu un dégât des eaux et que je me suis retrouvée dans mon canapé à me dire je ne veux pas m'en occuper. Et j'ai supposé que je pouvais pas être la seule, qu'on était nécessairement plusieurs et donc j'ai fondé Okoa. Donc tu l'as très bien dit, t'as jamais vu ça avant parce qu'effectivement à date ça n'existe pas réellement. Ce qui existe c'est d'une part les experts d'assurés, mais les experts d'assurés ils sont là surtout pour potentiellement contester une expertise faite par l'assureur. Donc, ils interviennent vraiment sur le terrain et sur toute la partie expertise et montant. Donc, nous, on ne fait pas ça, puisqu'on fait que l'administratif et on n'est pas du tout là pour challenger l'assureur. Si vraiment c'est nécessaire, on peut le faire, mais ce n'est pas l'objectif numéro 1. Et puis, ce qui existe aussi, c'est évidemment les family office qui interviennent pour gérer des très gros patrimoines. Et eux, ils font tout. De la résiliation de l'abonnement téléphonique, au déménagement, évidemment à l'investissement financier
et ils vont aussi te gérer ton sinistre. Donc, nous, en fait, on essaye de démocratiser un service hyper VIP à des tarifs très, très compétitifs. Et Okoa, ça existe depuis combien de temps? Tu t'es lancé là-dedans, il y a quoi? Il y a, moins d'un an? Il y a moins d'un an, la commercialisation date de mi-septembre 2024. Donc, à date, il y a déjà des clients en B2C, évidemment, ce qui est plutôt très chouette. À la fois des gens qui ont pris des abonnements pour tout futur sinistre, que ceux qui ont pris une prestation unique parce qu'ils viennent de subir un sinistre, qu'ils n'ont pas envie de s'en occuper. Et puis, l'objectif, bien sûr, c'est de faire du B2B2C. Et donc là, on a déjà quelques partenariats avec des agences immobilières et avec des petits courtiers. Et là, il y a des négociations en cours avec plusieurs courtiers grossistes, avec des assureurs et avec des gros réseaux d'agences immobilières. Quand tu t'es aperçu qu'en fait, la conciergerie en assurance, il y en avait pas, ça t'a étonné ou tu t'es dit: «Bah, tiens, c'est bizarre que du coup, il y a pas d'assureurs qui sont lancés là-dedans?» parce que c'est vrai que maintenant, tu vois un peu le secteur bancaire ou qu'ils ont pas mal des offres un peu VIP, où du coup, tu payes un peu plus ta carte bancaire parce que tu as des services de conciergerie, tu as aussi des services, au niveau de certaines assurances. Là, que le modèle assurantiel a pas pris le coup là-dessus, tu t'es dit que c'était quoi? C'était une bonne affaire du coup, en fin de compte? Alors, surtout, j'ai trouvé que c'était complètement dingue. Et quand j'ai commencé à dire autour de moi que j'allais monter une boîte là-dedans, à tous mes amis qui font pas d'assurance, ils m'ont tous dit, bah, ça existe déjà Mmh. forcément. Et quand j'ai dit que non, effectivement, tout le monde est un peu tombé des nues. Donc, tu vois, la réaction, elle est assez classique. Je pense que ce serait difficile pour un assureur de lancer quelque chose comme ça parce que c'est difficile d'être jugé parti. Et l'avantage d'Okoa, c'est qu'on est un tiers. Donc, l'assuré, il se dit pas, ouh là là, je vais dire une bourde en parlant avec mon assureur et donc mon indemnisation va être conditionnée à la bêtise que j'aurais dite tel jour. Là, nous, il peut nous parler hyper librement en se disant, mais je ne parle pas à mon assureur, je parle à quelqu'un qui est là pour m'aider. Donc, en fait, c'est tout l'intérêt de ne pas faire ça en interne pour un assureur ou un courtier, de prévenir son client qu'il a accès à un super assistant personnel qui va tout gérer à sa place, mais justement, entre guillemets, de ne pas mettre les mains dedans. Donc c'est là justement tout l'intérêt. Alors moi, j'ai une petite question mystère, un peu signature du podcast, mais si ton métier devait être un sport, ça serait quoi? Bah, ce serait évidemment le surf, puisque il y a plusieurs raisons. D'abord, Okoa, ça veut dire différente en hawaïen. Donc différente parce que l'objectif à nouveau, c'est de mettre vraiment beaucoup de services et beaucoup d'empathie dans le métier de l'assurance, ce qui malheureusement souvent quand on parle de sinistre est quand même pas toujours le cas, ou en tout cas c'est pas vraiment ce qu'en retiennent les gens. Et en hawaïen parce que moi je fais du surf et que je trouve que les valeurs sont géniales, c'est-à-dire l'audace, la persévérance et puis tout ce côté très good vibes. Et donc j'ai eu envie de mettre tout ça dans l'assurance qui à première vue est pas forcément extrêmement évident. Et donc, dans la veine du nom de l'entreprise, le slogan, c'est « Laissez-vous porter par la vague, Okoa vous ramène au bord ». Donc, en fait, l'idée, c'est que quand on a un sinistre, on se retrouve au large entre le requin et la barrière de corail à se dire « Ouh là là, comment on va rentrer ?» Et nous, on vous fournit une planche de surf et hop, on vous pousse gentiment jusqu'à ce que vous arriviez sur la plage. On vous apprend, en gros, tu apprends aux adhérents à faire un petit take-off. Exactement. Sauf que ça nécessite même pas d'avoir des abdos, c'est quand même génial, hein. Et après, il y avait une question que j'avais envie de te poser aussi, c'est comme tu l'as dit auparavant, tu es passé par des grands groupes tels que Swiss Life, Allianz, Neuf Lives Vie, Wacom aussi également. Là, maintenant, tu es devenue entrepreneuse. Je pense que c'est un vrai changement de vie. Comment tu l'as vécu au début? Comment tu as réussi à te dire: «Bah, vas-y, je me lance dans cette aventure»? Alors, c'est marrant comme question parce qu'en fait, dans toute ma carrière, j'ai fait que passer de très, très grands groupes à un peu moins grands groupes. Donc, j'ai commencé chez Allianz où on était 12 000. Après, effectivement, j'ai fait du conseil et donc des missions chez Swiss Life, Neuflize. Après, je suis allée chez Wacom où récemment, en tout cas, il y avait plus de 250 personnes. Et en fait, quand je suis arrivée chez Wacom, l'objectif, c'était de créer le département opérations externalisées qui n'existait pas. Et donc, je suis partie d'une feuille blanche totale. Donc, j'ai évidemment recruté l'équipe. Et puis, je suis partie, mais à nouveau, hein, vraiment d'une page blanche pour tout créer. Et c'est quelque chose que j'ai absolument adoré faire. Et donc, l'idée de me lancer en étant seule associée dans une boîte, je me suis dit que j'allais totalement m'épanouir. Et c'est exactement le cas. Finalement, là où je suis très, très forte, c'est pour créer des choses qui n'existent pas, processer, trouver des solutions.
Et c'est ce que je fais toute la journée, donc vraiment, j'adore. Quels vont être tes principaux clients? Alors, il y a plusieurs types de clients. La plupart, évidemment, ça va être les particuliers. Pour l'instant, on s'attache à toutes les assurances obligatoires, donc habitation, auto, deux roues. On peut aussi également avoir les syndics pour la partie MRI, puisqu'ils ne sont pas forcément hyper à l'aise quand il s'agit de gérer les sinistres d'un immeuble. Et puis, on a les agents généraux qui parfois ont envie d'accompagner très particulièrement un client et qui n'ont pas nécessairement les ressources en interne pour le faire. Et d'ailleurs, on vient d'entrer dans le réseau des agents généraux Generali. Alors moi, j'ai toujours fait c'est mon vécu, hein, moi j'ai toujours été en mode digitalisé, directement. Je suis jamais passé par un agent. Mais c'est vrai que les agents, de ce que j'ai pu comprendre aussi en discutant aussi avec d'autres personnes, ça crée vraiment un lien et donc forcément, proposer cette offre-là, il va pouvoir vraiment, je pense, proposer cette offre à des personnes qui en ont le plus besoin. Oui, exactement. En fait, pour l'instant, les agents avec lesquels j'ai parlé, il y en a certains qui disent, bah, nous, concrètement, le sinistre, il est géré par la compagnie et donc on peut pas faire grand-chose pour l'assurer. Et comme les sinistres sont gérés par la compagnie, nous, en interne, on n'a pas nécessairement de staff pour aider sur la partie gestion de sinistre. Donc, l'idée de certains agents généraux, c'est de nous confier des prestations uniques pour leurs clients un peu VIP quand ils veulent être certains que ça va très, très bien se passer parce qu'ils veulent surtout pas les perdre. Après, il y a d'autres agents généraux qui sont également courtiers et qui peuvent proposer donc différentes offres de différents assureurs. Et ceux-là envisagent effectivement de proposer au COA en inclusion directement. Sachant que de toute façon, pour tout ça, on parle globalement de clients finaux. Mais à nouveau, l'objectif, c'est de faire du B2B2C et donc d'être distribué en inclusion par les assureurs et les courtiers. Et là, précisément, il y a des grosses négos en cours à date avec des gros assureurs de la place et des gros courtiers grossistes. Et après, le fait de te dire: «Bon, bah, voilà, je travaille avec, plusieurs assureurs», il y en a pas un jour qui va dire: «Bah, en fait, moi, je veux l'exclusivité sur ça parce que je trouve ça excellent et je veux pas que mes concurrents l'ont». Est-ce que ça pourrait potentiellement quelque chose enfin, arriver? Alors, pour l'instant, parmi certains courtiers grossistes, ils se tirent un peu la bourre pour aller le plus vite possible. Et il y en a effectivement qui m'ont dit si on signe, on veut l'exclusivité pendant X mois. Au début, effectivement, ça peut s'envisager. Après, si un assureur veut l'exclusivité totale et absolue, on verra. On verra ce qu'on peut faire. On trouvera probablement des solutions. Et donc forcément, en termes de stratégie d'acquisition de nouveaux business, là, tu me parlais d'agents généraux, donc plus niveau réseau. Comment ça se passe pour décrocher des contrats, quand on lance une start-up? Souvent, là, tu vois pas mal d'IA et cetera, avec des levées de fonds énormes. Moi, c'est vrai que tout ce qui est start-up et cetera, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais derrière, comment ça se passe, en fait, de réussir à rentrer en contact avec des personnes pour décrocher des contrats? Tu le vis comment ça, en fait? C'est un challenge au quotidien ou c'est Alors oui, d'abord oui, clairement, c'est un challenge au quotidien. Ensuite, moi j'ai l'avantage de à la fois de très bien connaître le marché de l'assurance, autant en termes de produits, gestion, opération. Mais donc évidemment, j'ai quand même un certain réseau dans l'assurance. Donc clairement, j'ai fait appel à tout mon réseau. Et après, tout simplement, j'ai tiré les fils et j'ai réussi à avoir des rendez-vous avec des très, très gros acteurs, ce qui est très chouette. À nouveau, je pense que si je débarquais dans l'assurance en n'y connaissant rien, ça n'arriverait pas. Voilà, donc le réseau, ça fonctionne, la chasse, ça fonctionne. Et surtout, ce qui fonctionne le mieux, c'est d'oser. Et en fait, à nouveau, hein, Jean-Claude Duss l'a dit avant nous, dis que t'as aucune chance, fonce, sur un malentendu, ça peut marcher. Et en fait, c'est vrai. Et c'est assez rigolo de voir des rendez-vous que j'ai pu décrocher qui, a priori, vont aboutir sur des choses très, très chouettes avec des gens que je connaissais pas simplement parce que je les ai contactés au culot. ouais, c'est vrai que des fois, on n'y pense pas, hein, mais tu te dis: «Bon, vas-y, je me lance, de toute façon, j'ai pas le choix» et au final, la personne te répond. Exactement, mais c'est ça et ça marche étonnamment bien, vraiment. C'est génial. Et après, en termes d'objectifs de gestion de nombre de contrats, tu t'es défini, un 1er objectif sur cette début d'année ou pas du tout? Il y a pas un plafond de verre de dire: «Bah, est-ce que j'arriverai à» parce que bon, si tout le monde d'un coup a des problèmes de sinistres, des catastrophes naturelles et tout, de réussir à tout gérer, pour qu'il y a toujours cette qualité de, comme tu dis, un peu VIP, comment ça se passe? Tu as un nombre de contrats, tu dis: «Bah, je préfère avoir ce nombre de contrats pour avoir toujours la même qualité» ou après aller avoir toujours un peu plus haut? Tu t'es défini un objectif ou? Alors, dans un premier temps, il y a pas d'objectif chiffré, c'est-à-dire que tout ce qui entre, c'est super et je considère que c'est une excellente nouvelle. Pour faire face au volume, néanmoins,
il y a déjà une solution en place pour déléguer la gestion des sinistres à un prestataire qui est spécialisé dans l'assurance, qui fait déjà de la gestion de sinistres pour des assureurs et des courtiers, donc qui connaît par cœur le métier et qui donc va switcher pour faire de la conciergerie. Donc en l'occurrence, on peut tout à fait faire face à un très très gros volume, ça c'est absolument pas un problème. Après, si on signe avec tous les immenses assureurs de la place en même temps, oui, peut-être qu'à un moment, on atteindra un sujet de débordement, mais pour l'instant, c'est pas le cas et je pense qu'on peut absorber beaucoup. Et se positionner comme la conciergerie, je dirais 2.0 de l'assurance, c'est assez innovateur. Tu me disais que tu étais le seul sur le marché. Là, tu commences à te lancer, donc forcément, je pense que tu veux acquérir de nouveaux business, des contrats, et cetera. Mais est-ce qu'après, tu as déjà une idée sur le step d'après? Bah, bien sûr, j'ai plein d'idées, c'est le propre de l'entrepreneur en général. Non, bien sûr, j'ai des idées. Déjà, en fait, sincèrement, ce qui serait chouette, ce serait de développer de l'IA, bien sûr, pour réduire les temps d'attente au téléphone quand nous, on appelle un assureur ou un courtier, par exemple, que on compose le numéro et puis que le téléphone, notre téléphone ressonne quand effectivement quelqu'un décroche en vrai. Pareil pour tout ce qui va être analyse plus rapide des contrats d'assurance, réécrire une déclaration de sinistre un peu alambiquée pour la clarifier. Donc, il va y avoir pas mal d'investissements côté IA. Après, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, mais à terme, ce qui serait super, ce serait d'être courtier. » Surtout pas, parce que à nouveau, là, ça reviendrait à être à nouveau les parties et donc plus du tout être impartial. Donc ça, c'est pas l'objectif. Après, faire de l'analyse de contrat d'assurance et dire aux gens, bah là, vous êtes couverts pour si ça dans votre contrat, ou faire de l'optimisation de leur contrat, parce que parfois, on a la même garantie dans plusieurs contrats, entre l'assurance bancaire, l'assurance habitation, etc. Voilà. Donc ça, je pense qu'il y a de la valeur ajoutée là-dessus. Là où il y a de la valeur ajoutée aussi, c'est sur la partie habitation. Donc à nouveau, nous, on a déjà un réseau d'artisans, mais ça pourrait être malin d'aller plus loin que ça en cas de travaux, en recommandant vraiment des gens, en envisageant peut-être derrière des travaux d'amélioration, etc. Donc des idées, j'en ai à l'appel. On va pas tout dire pour pas que du coup tu te fasses piquer des idées. De toute façon, honnêtement, c'est rigolo parce qu'à date, j'ai pas vraiment de concurrence directe, puisque la seule concurrence, ce serait à nouveau, ce que je disais, les family office. Mais là, on n'est pas du tout sur la même gamme de prix ni de volume. Il y aura probablement un jour un concurrent, tant mieux. C'est normal qu'il y ait de la concurrence et c'est pas un souci. Ça pousse au contraire à s'améliorer, donc on verra. Et concrètement, là, je suis un client, j'ai un sinistre. En termes de processus, ça se passe comment? Oui, alors si jamais tu n'avais pas déjà un abonnement ou que tu n'avais pas déjà Okoa inclus dans ta police d'assurance, tu vas tout simplement sur le site internet et là, tu dis que tu veux acheter une prestation et tu achètes une prestation unique pour ton sinistre. Donc, par exemple, en habitation, en gros, tu vas être à 125 € TTC, pareil en auto et en deux roues. Et en revanche, quand il y a du corporel, on monte à 250 €. À partir de là, tu nous déclares ton sinistre et nous, on prend complètement la main avec ton assureur ou avec ton courtier et on te fait tout l'administratif. Donc, toi, tu seras en copie de toutes les communications qui partent à l'assureur, au courtier, l'expert, etc. Comme ça, tu es toujours au courant de tout ce qui se passe. Tu as aussi un espace digital sur lequel tu as notamment une frise chronologique qui te permet de voir tout ce qui s'est passé dans ton dossier. Toutes les pièces, ils sont centralisées, tous les intervenants sont notés. Donc, tu vois un peu tout. Et puis, logiquement, si tout se passe bien, si tu as un sinistre habitation, par exemple, l'expert va prendre rendez-vous avec toi, tu auras à ouvrir la porte et à lui montrer ce qui s'est passé. Mais après, tout le reste, à nouveau, tout l'administratif, on le gère. Et quand tu auras une proposition d'indemnisation, on la regardera, on comparera avec ton contrat et on te dira, oui, c'est bon, c'est tout à fait conforme, puisque l'assureur, en général, est rarement un voleur. Et voilà, donc en fait, l'objectif, c'est que tu n'as rien à faire, on t'expliquera tout. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que là, par exemple, on a eu un dossier sur un deux roues. Et typiquement, ce qui s'était passé, c'est que la batterie du scooter a été volée, dans le scooter électrique, je précise, avec tous les accessoires, donc le casque anti-vol, les gants, etc. Et donc, nous, on a tout de suite regardé la police d'assurance et on a compris que le vol des accessoires ne serait pas couvert par l'assureur. Malgré tout, le courtier a demandé la facture de tous les accessoires, alors que c'était pas couvert. Nous, on a prévenu tout de suite l'assuré en lui disant attention, ça, c'est même pas la peine, ça n'arrivera pas. Et effectivement, un mois et demi plus tard, quand il y a eu la proposition d'indemnisation, il y avait bien sûr pas les accessoires, mais l'assuré, si nous, on l'avait pas prévenu le jour 2, il l'aurait appris au jour 45.
et il aurait pété les plombs, Ouais. à juste titre. Donc voilà, on fait toute cette pédagogie qui est hyper importante et qui améliore d'un coup la satisfaction client. Et après, c'est vrai que moi, il y a une question que je me pose là-dessus. En termes de protection de données personnelles, comment ça fonctionne? Tu remplaces l'assuré, si je puis dire. Donc, il y a quoi en termes de contrat? Il va signer un accord pour qu'après que vous puissiez utiliser ces données personnelles sur son espace de gestion, je dis n'importe quoi, chez Generali, par exemple, ou autre? Ça se passe comme ça? Alors, d'abord, évidemment, il valide les conditions générales, conditions particulières dans lesquelles on précise ce genre de choses. Ensuite, au moment où il souscrit, ça génère un mandat qui est signé donc par l'assuré, qui donc nous donne mandat pour gérer son sinistre à sa place. Et après, il y a 2 options. Si jamais, on est en inclusion d'une police d'assurance, le courtier ou l'assureur nous donne accès à l'espace assuré de l'assuré, qu'on puisse potentiellement communiquer en direct sur la plateforme. Si jamais on n'est pas en inclusion, on donne à l'assuré 2 options. L'option 1, c'est qu'il nous donne son identifiant et son mot de passe pour la durée du sinistre, quitte à ce qu'il le change après. Voilà. Et donc, on se connecte à sa place. Pour l'instant, tous les assurés ont dit oui parce qu'ils ne veulent pas le faire. Et l'option 2, si jamais ils ne sont pas à l'aise avec ça, ils ont le droit. Et dans ce cas, eux, ils doivent faire boîte aux lettres, donc nous transférer tous les mails reçus. Et nous, on prépare toutes les réponses qu'ils envoient sur leur espace. Après, il y a aussi plein d'assureurs et plein de courtiers qui fonctionnent simplement par mail. Et là, comme notre assuré est en copie de tous les emails qu'on envoie et qu'on reçoit, il n'y a pas vraiment de problème non plus. Comment tu as créé cette plateforme, en fait, compte sur Internet, enfin IT, le site, les processus, et cetera? Tu t'es basé sur quelles données? Tu as eu un prestataire? Tu as fait comment, en fin de compte? Alors pour le site internet, il y a eu beaucoup de jus de crâne où je suis allée regarder tout ce que j'aimais bien en ligne pour essayer de reproduire graphiquement quelque chose qui me plaisait. J'ai fait appel à un de mes copains graphistes par ailleurs et à un autre de mes copains informaticiens qui m'a créé le site internet. Et après, pour l'interface client, je me suis appuyée sur un prestataire qui avait déjà une interface existante, à nouveau entre un assureur et un assuré. Et je lui ai demandé de modifier complètement la plateforme pour qu'elle colle avec ce que je voulais exactement. L'avantage de faire ça, c'est que ça m'a coûté évidemment beaucoup moins cher que de développer quelque chose from scratch. Et tout ça, c'est en Oui, mode SaaS? exactement. Alors après, je voudrais parler un peu de faits d'actualité. On voit quand même qu'il y a une forte augmentation des sinistres à cause des catastrophes naturelles. Comment cela s'est abordé chez Okoa? Quand il y a des, parce que c'est vrai que, ouais, je dis pas qu'il y a il y a des niveaux, des levels de dire: «Bon, bah, tu as une fuite d'eau chez toi, mais tu as une catastrophe naturelle où tu perds totalement ton habitat». Vous faites comment en fin de compte en fonction des sinistres auprès des assurés? Vous l'abordez Alors, à comment? nouveau, nous, on est là pour remplacer l'assuré. Donc, on va faire tout ce que lui devrait faire administrativement avec son assureur. Donc, à nouveau, la déclaration, l'envoi des pièces, toute la communication, faire appel à l'expert, etc. Donc, en fait, en réalité, que ce soit un dégât des eaux ou une catastrophe naturelle, une inondation gigantesque, finalement, le job de l'assuré, c'est toujours le même. Donc, ça change pas grand-chose. Après, évidemment, oui, un dégât des eaux, ça prendra 100 fois moins de temps que la crue de la Seine, c'est clair. Mais bon, travailler dans l'assurance, on sait très bien qu'on mutualise les risques, que tous les sinistres sont pas les mêmes. Donc ça, c'est pas tellement un sujet. Après, ce qui est intéressant, et c'est une conversation que j'avais avec un courtier récemment, c'est que parfois, on a des syndics des syndics bénévoles, hein, souvent d'ailleurs, mais pas que, qui découvrent que dans leur contrat d'assurance, les inondations ne sont pas couvertes. Ah, problème. Quoi? Parce que ils ont souscrit un peu à la va-vite, le truc le moins cher, sans même vraiment regarder. Donc ça, par exemple, c'est un problème. Donc nous, on fait toute cette pédagogie auprès des gens pour leur dire, attention, votre contrat précise que, bon, ou au contraire, c'est formidable, là, vous êtes couvert, etc. Et finalement, ce qu'on voit, et je fais souvent cette analogie, c'est que un mauvais contrat d'assurance, c'est comme un pull H&M. S'il bouloche au bout de lavage, c'est normal. Et si on n'est pas couvert pour un gros truc, c'est normal aussi. Donc voilà, effectivement, de la pédagogie, toujours de la pédagogie. Tu te dis pas de limite après d'offrir une offre en mode, je vais pas faire une conciergerie, t'aider pour la gestion de sinistre, mais juste pour analyser ton contrat et te dire, en fait, si ton contrat correspond réellement à tes attentes. Et souvent après, tu te dis, t'arrives, tu déménages, t'as besoin de tout ça. Donc je comprends quand tu dis qu'en fin de compte, t'as les syndics qui prennent le prix le moins cher, etc. Parce que souvent, tu réfléchis pas, hein. Tu te dis, là, j'ai besoin d'un truc très rapidement pour envoyer ça à l'agence immobilière ou autre. Donc, tu fais ça rapide, tu réfléchis pas. Et le moment où tu as un sinistre, c'est là, tu te dis, j'ai pas bien pris le bon truc. Et en fait, l'idée là, tu te dirais pas, moi, par exemple, je vais offrir une offre en mode, je vais analyser tes produits d'assurance que tu as
et les optimiser et dire, bah, vas-y, je préfère que tu fasses ça plutôt que ça. Et après, peut-être orienter vers des courtiers ou compagnies d'assurance avec qui tu bosses en fin Ouais, de compte. alors analyser les contrats, oui, j'aimerais beaucoup. À nouveau, leur dire: «Bah, là, attention, vous avez double couverture avec tel autre truc» ou alors, là, peut-être que c'est pas extrêmement adapté étant donné le sinistre que vous venez d'avoir, typiquement, voilà. Ça, oui. Après jouer le rôle du courtier, non. Mmh. Parce qu'à nouveau, on peut pas être jugé partie et qu'ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais toujours, pousser mes clients qui viennent, mettons, de 10 acteurs différents vers, le même acteur pour que, il augmente son chiffre d'affaires. C'est pas hyper déontologique. Moi, à la base, je suis juriste, la déontologie, c'est important. Heu, donc ça, non. Mais, faire des analyses, oui, ce serait hyper judicieux. Et après, j'avais une question aussi quand tu me parlais, de ton tarif. Si tu as une catastrophe naturelle, c'est avec le même tarif, par exemple, que si c'est, en termes de gestion de sinistre ou autre, c'est à peu près pareil ou tu as quand même un palier? Parce que je pense que niveau administratif, tu vas Ouais, mettre alors là, plus il y de a temps. plusieurs choses. En fait, si on est en B2C et qu'on parle de prestations uniques, effectivement, s'il y a une catastrophe naturelle, les tarifs vont évidemment augmenter. En revanche, si c'est un abonnement, ça n'augmentera pas et donc le tarif en habitation, c'est 2,92 € par mois par lot, quelle que soit la taille du lot. En auto, on est à 3,25 € par mois, quelle que soit la voiture et en 2 roues, on est à, 2,44 €, pardon et ça, c'est pareil. Donc en fait, le prix de l'abonnement, pour l'instant, n'évolue pas. Après, il y aura probablement des augmentations tarifaires annuelles, mais ça, c'est plutôt normal. Mais donc, une fois qu'on a un abonnement, tout est couvert. En revanche, effectivement, la prestation unique, là, à date, typiquement en habitation, c'est 125 € hors incendie. Parce que bien sûr, un incendie, ça va nécessiter beaucoup plus de travail. Et donc là, le tarif va augmenter. En termes d'innovation technologique, tu m'as parlé rapidement de l'IA. On voit quand même pas mal d'assureurs, se lancer là-dedans. Quand tu as un sinistre ou autre, tu as quand même envie d'avoir quelqu'un qui va te parler réellement derrière et pas, je dirais, une agence artificielle. Mais il faut quand même que tu aies un peu d'IA quand même dans tous tes process et cetera pour aller beaucoup plus rapidement dans tes ressources et cetera. Toi, tu le Alors vois comment bon, ça? moi j'ai un avis un peu clivant là-dessus et c'est une vraie conviction, c'est que quand on a un problème, on veut parler à quelqu'un. Si ce quelqu'un, en plus, est en France, c'est mieux. Parce que quand on a des équipes de gestion qui sont délocalisées à l'autre bout du monde et qu'on leur explique que il y a eu un dégât des eaux, que les plans ont sauté et qu'il fait 8 degrés dans son appartement, quand on parle à un gestionnaire qui est sous un cocotier, il comprend, mais enfin, concrètement, il n'en a pas grand-chose à faire. Donc, pour Mmh. moi, c'est important de parler à des vrais gens avec une vraie empathie et un vrai sens du service. Après, l'IA, je trouve que c'est formidable parce que ça permet d'accélérer les choses, donc d'analyser plus vite un contrat d'assurance, d'avoir potentiellement des pré-réponses toutes faites ou des pré-analyses. Et ça, je trouve que c'est extra et c'est quelque chose qu'il faut, je pense, impérativement développer dans l'assurance, comme partout, puisque ce serait totalement idiot de passer à côté de ça. Néanmoins, je pense qu'il faut quand même des humains. Et d'ailleurs, j'ai vu un post récemment de la Maïf à ce sujet qui m'a paru extrêmement pertinent. Dans mon précédent épisode, enfin, j'avais avec, Patrick Soulignac qui était commercial chez, Guidewire et qui me parlait en fait qu'ils avaient commencé à faire, enfin, prototype encore, mais en gros si un client voulait, bah, en gros dire qu'il a subi un sinistre et cetera, bah, en gros à l'appel, il y aurait toute l'IA qui ferait en fait cette démarche-là avant qu'il y ait un interlocuteur derrière qui va lui répondre. Donc il m'a dit que c'était enfin en tout cas que beaucoup d'acteurs, notamment de produits SaaS, solutions SaaS, se mettent quand même pas mal là-dessus pour le proposer. Donc ça reste ce que je comprends. Moi, personnellement, hein, honnêtement, moi, si j'ai un sinistre, je préférerais qu'il y ait quelqu'un devant derrière moi qui me réponde. Après, c'est vrai que l'IA, ça aide quand il y a des petits chatbots ou des process, et cetera. Ça, c'est cool. Mais c'est vrai que moi, j'aurais quand même tendance, je dirais pas que je suis de la vieille école, je sais pas si on pourrait dire ça. Ça se trouve, les nouvelles générations, elles diront, bah, nous, on veut un IA, la personne, on s'en fout, j'en sais rien. Mais en tout Mais cas, je moi, je suis suis même pas pas encore, sûre, hein, parce que tu vois, moi je vois tous les chatbots, c'est chouette, ça permet d'avoir des réponses parfois hyper rapides et hyper précises sur des sujets donnés. Par exemple, moi ChatGPT, c'est ma passion, j'utilise ça toute la journée, je trouve que c'est extraordinaire. Pas de problème là-dessus. Que les gestionnaires utilisent ChatGPT ou un agent IA pour aller plus vite, pour faire une analyse de leur sinistre, pour faire une analyse de la police, pour savoir ce qu'il faut dire, comment, etc. Je trouve que c'est extra. Mais à mon sens, le client final, lui, il veut avoir l'impression que c'est une vraie personne qui a fait tout ça. Même si la vraie personne, le travail lui a été prémâché à 90%, n'empêche que quand on a un problème, on veut quelqu'un en vrai.
Donc voilà, moi c'est vraiment ma conviction et quelque chose que je dis aussi régulièrement, c'est que globalement il n'y a plus de service. C'est-à-dire que on va acheter un jean, on a de la chance si la vendeuse apporte la bonne taille. On va boire un verre en terrasse, le serveur te balance ton café à la figure. Tu cherches un taxi, t'attends pendant 45 minutes à 2h du matin sur les grands boulevards. C'est le cauchemar. L'assurance, pour moi, c'est un peu la même chose. Donc, je veux remettre du service. Et pour moi, le service, c'est des vrais gens, même si derrière, ils sont aidés beaucoup par une intelligence artificielle. Et si tu devais associer une chanson à l'aventure au Koa? C'est direct Surfing Safari, les Beach Boys. Ah, c'est un très bon choix. Je me souviens que je mettais ça à la cano sur le vélo en allant. Ça fait très cliché, je dois l'avouer, en allant Mais faire oui, du mais c'est surf génial. à Exactement. En l'UCPA. plus, la chanson te dit, il y a des vagues, viens, je t'emmène surfer. Ça colle exactement, tu vois. Et quelle leçon la plus importante que tu en as tirée pendant cette début d'aventure, qui sera encore longue, je te le souhaite en tout cas, et que tu voudrais partager Il y en a aux 2. auditeurs? Et la première leçon, c'est oser, à nouveau, comme j'ai dit tout à l'heure, hein. Donc dès que tu as aucune chance, fonce. Et ça, c'est, je pense, la plus grande leçon pour moi parce que, à nouveau, je suis partie, un peu toute seule, avec mon idée en me disant: «Cool, je vais monter une boîte et ça va être génial». Sauf que derrière, si tu parles à personne, il se passe rien. Donc ça, c'est le premier sujet, vraiment, oser et les résultats sont assez dingues, donc c'est top. Et je pense que la deuxième leçon, c'est qu'il faut être prêt à faire des choses qu'on ne savait pas qu'on aurait un jour à faire. Moi, concrètement, j'avais jamais fait de vente et je me retrouve avec 1 ou 2 rendez-vous de pure chasse slash sales tous les jours. Donc c'est hyper marrant parce que c'est une compétence que j'avais pas et que maintenant j'ai. J'étais incapable de savoir ce qu'il fallait mettre dans un site internet. Maintenant, j'ai une petite idée. Je me retrouve aussi avec l'IT guy. Par exemple, j'avais un problème de calendrier qui se connectait pas avec mon agenda Outlook, etc. Moi, en temps normal, je fais quoi? J'appelle l'IT, je leur dis merci de régler ça. Là, j'ai passé 2h30 à régler mon truc d'IT comme une grande. Et en fait, surprenamment, j'adore. Je me retrouve à faire de la compta, de la fiscale. Je trouve ça extraordinaire. Donc, je pense que si on veut monter sa boîte, il faut savoir qu'on va se retrouver à faire des trucs complètement improbables, qu'on ne sait pas faire, mais que potentiellement, on va s'éclater en le faisant. Et est-ce que tu pourrais nous partager une actualité, business ou autre? Bien sûr, je pense que la meilleure des actualités, c'est le retour des clients qui, à date, est absolument génial. Et notamment, ce qui est chouette, c'est que, je l'ai dit, on est très transparent avec l'assuré parce qu'on lui raconte tout ce qui se passe dans son dossier. Néanmoins, quand l'assureur ou le courtier est pas extraordinaire dans la gestion, c'est-à-dire qu'on attend 25 minutes au téléphone pour parler à quelqu'un, que le quelqu'un n'a pas la bonne réponse, qu'il met 3 semaines à nous rappeler, etc., etc. Ça, c'est des choses que nous, on ne communique pas à l'assuré. Et donc là, on a vu des dossiers où il y avait des assurés qui, clairement, auraient changé d'assureur ou de courtier s'ils avaient vu comment ça s'était passé. Et comme là, ils l'ont pas su, ils sont restés, ils trouvent que c'est génial, ils sont hyper contents. Donc, je pense que c'est un peu le plus beau des compliments. Tu fais des enquêtes de satisfaction à chaque fois que le client il a eu un sinistre ou pour remonter Ouais, les bien infos sûr, ou 3 jours après la clôture du dossier, on envoie bien sûr une enquête NPS, et quand les gens sont sympas, on leur envoie un mail et ils nous racontent un peu leur vie et ils nous disent pourquoi ils ont trouvé que c'était super et c'est vraiment génial, c'est la plus belle actualité. c'est vrai que, bah, en plus, c'est bénef aussi pour le courtier ou la compagnie d'assurance qui aurait du coup perdu, un client parce qu'il aurait galéré à avoir un retour, de son assureur ou de son Exactement. courtier. À nouveau, l'objectif de la boîte, c'est que ce soit vertueux pour tout le monde. Moi, je viens de l'assurance. À nouveau, j'ai passé 12 ans. Donc, je suis pas là pour tirer sur les assureurs et sur les courtiers. Pas du tout. Moi, j'ai envie que ça se passe bien pour tout le monde, pour toute la chaîne de la compagnie d'assurance, du porteur de risque jusqu'au client final. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que bien sûr, on aide l'assuré à faire ce qu'il n'a pas envie de faire, mais aussi, on augmente la satisfaction client de l'assureur ou du courtier. On lui baisse son nombre de réclamations et donc ses problèmes avec la CPR, puisque quand on lit le rapport du médiateur, tous les ans, le nombre de réclamations explose. Donc, il y a Mmh. clairement un souci là-dessus. On augmente la rétention de l'assureur ou du courtier, donc on lui fait gagner plus d'argent. Et en plus, il propose un service innovant qui va lui permettre, au moins dans un premier temps, de se démarquer de la concurrence. Donc, vraiment, moi, je travaille main dans la main avec l'assureur et le courtier. Et d'ailleurs, ce qu'on fait aussi, c'est que quand on a des partenariats, mensuellement, on fait un point avec donc le distributeur et on lui remonte tous les problèmes de gestion qu'on a pu constater dans la gestion des sinistres pour que lui puisse s'améliorer. Si jamais il y a des clauses qui sont pas géniales dans ses contrats ou qui sont un peu border, on le prévient aussi.
Donc en fait, on travaille vraiment main dans la main avec notre distributeur. On n'est pas là pour dire « Ouh là là, l'assureur, il est méchant, bouh, on va faire ça mieux ». C'est pas du tout l'objectif. C'est vraiment d'insérer une case de service qui, à date, n'existe pas partout ou pas forcément très bien. Et finalement, si on réfléchit, le gestionnaire de sinistre, lui, il est payé pour regarder les faits, regarder le contrat d'assurance, proposer une indemnisation. On lui demande pas d'aller faire de la pédagogie et d'être un gentil prof pour assurer des faillants qui comprend pas du tout ce qu'on lui raconte. Et c'est là qu'on intervient. C'est marrant parce qu'on dirait, tu fais aussi un peu de l'audit interne, limite, de te dire, en fait, j'ai eu des cas concrets. Là, j'ai l'impression que c'est pas top. Faudrait que tu revoies ton papier. C'est aussi bénéf pour la compagnie d'assurance, quoi, le courtier. C'est Bien sûr. donnant-donnant. Et c'est très drôle ce que tu dis parce que j'ai fait de l'audit interne. Donc, tu vois, la boucle est bouclée. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que quand tu vois, c'est vrai, enfin, même moi, hein, là, je suis allé en soirée il y a 2 semaines, j'ai dit: je travaille dans l'assurance». Ils m'ont dit: «Ah, tu un voleur». C'est un voleur. Mais bien sûr, mais direct. L'assureur Ça voleur. commence bien. Moi, je dis: «Moi, je suis juste dans le réglementaire solvabilité 2». Bon, après, ça a pas mal échangé. On a parlé, tu sais, sur tous les feux qu'il y a eu aux États-Unis, où il y a pas mal d'assureurs qui ont pas voulu prendre, le risque et cetera. Les contrats d'assurance étaient pas OK là-dessus. Et c'est vrai que des fois, en essayant, je dirais pas de défendre l'assurance, mais dire, si à un moment donné, le risque, il est trop fréquent et il va forcément se produire de manière très répétitive, après, forcément, l'assureur, il va pas pouvoir l'assurer. Mais surtout, c'est plus un risque. Et du coup, ça va à l'encontre des fondements de l'assurance. Si c'est plus un risque, c'est sûr que la maison va brûler, c'est plus de l'assurance. Mmh. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que tu parlais de ça au début de notre échange. Et c'est vrai que là, je me suis souvenu de ça en soirée. Bon, c'est vrai que ça donne pas une très bonne image, hein. Non, J'ai pas, en mode on gagne beaucoup d'argent, on a beaucoup d'argent et dès qu'on a des sinistres, c'est ça? c'est hyper compliqué de récupérer, je dirais l'argent ou de ce que tu as pu mettre, Ouais. pendant une année, tu vas dépenser 300 €, enfin ça dépend de tes contrats ou autre, même plus, et à la fin, le jour où tu as un pépin, l'assurance est pas là. Il y a plus personne. Ouais, ouais, je sais. C'est on dit, hein, beaucoup, je sais. Autant sur l'assurance vie, j'ai pas eu trop de remarques, mais c'est plus sur, enfin la non-vie, Et Yard sur et le yard, cetera où là, il y a 2 options. Il y a celui qui te dit «Attends, je vais chercher un verre, je reviens» et qui ne revient jamais. Et tu as celui qui te dit «Ah ouais, d'ailleurs, moi j'ai eu un sinistre, ça s'est hyper mal passé» et qui te raconte toute sa vie. Et toi tu dis je sais pas quoi répondre. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que maintenant que donc j'ai lancé Okoa, quand je dis que j'ai monté une boîte qui est l'assistant personnel pour les sinistres, et cetera, mais alors là, ça fascine tout le monde et tout le monde me dit: «Ah mais attends, mais j'ai un dossier, puis le frère de ma cousine, machin, il a eu un dégât des eaux». Puis wow, tenez, prenez ma carte, déclarez en ligne, pas de problème, on va s'en occuper. Mais c'est très, très rigolo, ouais. au moins maintenant quand tu es, en soirée, tu as une réponse directe à leur donner. Exactement, c'est une super réponse. Mais oui, vraiment, enfin, il y a un souci. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu les études, elles sont effrayantes. Il y a eu un rapport de Deloitte en 2023 qui dit que 88% des gens sont mal à l'aise quand on parle d'assurance, 55% se méfient des assureurs, 33% ont une mauvaise surprise après un sinistre. Malgré tout, le sinistre, ça reste pour eux l'expérience la plus importante de la vie de leur contrat, à 75%. Et malgré tout, tu en as 67 qui, après un sinistre, envisagent de changer d'assureur ou de courtier. Ouais. Donc, il y a vraiment un problème et qui est reconnu. Donc, si tu veux, si tu es face à un assureur ou un courtier qui dit « Ah non, 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 non. Moi, ma satisfaction client, elle est extraordinaire. » Il y en a certains pour lesquels c'est vrai, pas tant que ça sur le marché. Pourtant, on voit quand même pas mal d'offres, hein, enfin quand tu vois des pubs et tout, où ils mettent ça énormément en avant, et c'est vrai que quand j'entends C'est bien le marketing, hein. c'est des démarches, hein, même des fois au niveau de la banque, hein, c'est pareil, les personnes, ils ont le même problème des fois quand tu veux aller voir ton Mmh. conseiller bancaire qui est plus trop dispo et cetera, Moi, je vais te dire, le jour où j'irai en soirée et quand je dirai que je fais de l'assurance, on ne me traitera pas de voleuse, je me dirai que les choses ont changé. En attendant, j'ai quand même un doute. Et pour finir, qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus pour les années à venir pour Okoa? C'est hyper difficile comme question parce que la réponse, c'est tout. Et là, pour l'instant, j'ai des problèmes de petites startups, à savoir évidemment chasser, acquérir des clients, itérer, s'améliorer, et puis gérer, surtout gérer de plus en plus de sinistres. Et puis à terme, la boîte va grossir et je vais avoir des problèmes différents et excitants aussi. Donc déléguer tout un tas de choses que je fais moi, constituer une vraie équipe, réfléchir sur le business plan, la stratégie. Donc en fait, tout va être excitant. C'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, ça s'arrête jamais. À la fois, c'est très anxiogène de se dire que ça ne s'arrête jamais.
Et en même temps, intellectuellement, c'est extraordinaire parce que le challenge est infini. Et tu crois qu'il n'y a pas un contraste où tu te dis, bah, moi, au début, j'ai tout fait tout seul, et arrivé à un stade où tu te dis, bah, en fait, là, je suis obligé de déléguer pour grossir et que ça fonctionne bien. Est-ce que tu appréhendes ce passage-là ou... Pas du tout, parce que comme je l'ai dit, il y a des tas de sujets qui sont pas ma spécialité et que je fais actuellement. Donc ceux-là, je n'ai qu'une hâte, c'est de les déléguer. Tout l'aspect comptable, fiscal, à terme l'aspect RH évidemment, l'aspect IT, dev, data, oulala, ça j'ai très envie de le déléguer tout de suite. Après sur la partie opération pure et dure et stratégie, évidemment j'aurais plus de mal, mais enfin normalement c'est quand même, ça reste malgré tout plutôt l'apanage du CEO, même si on s'entoure. Donc non, ça me fait pas peur. Au contraire, j'ai plutôt hâte, je me dis que ça va être chouette d'avoir en plus d'autres avis, d'autres méthodologies, d'autres manières de faire. Je pense qu'il y a plein de choses à Et apprendre. tu as déjà fait là quelques benchmarks de personnes qui sont sur le secteur de l'assurance, enfin je dirais des CEO, des DAF, des personnes comme ça, de dire bah voilà, moi je vis ça. Quel est ton retour par rapport à ça pour toi que tu puisses t'améliorer là, un peu en amélioration continue Ah bah ça, c'est les rendez-vous que j'ai depuis des mois avec vraiment que des... je vais pas donner de nom, ni de compagnie, ni de gens, mais en gros, je parle avec des membres de Comex, des plus gros assureurs et des plus gros courtiers sur le marché. Donc oui, j'ai déjà un certain nombre de retours. Ils sont plutôt positifs. La question qui se pose, c'est bon, mais alors attends, comment on va faire? C'est-à-dire qu'on augmente les primes, comment on gère notre com, etc. Et puis évidemment, il y en a qui veulent faire des POC et ils ont entièrement raison par ailleurs. Mais globalement, les retours sont plutôt positifs. Et j'ai pour l'instant croisé personne, en tout cas je parle d'un très gros acteur, pas forcément d'un courtier de proximité, parce que les courtiers de proximité, il y en a qui font déjà ce service. Donc là, c'est pas tellement le sujet. Mais de la part de gros acteurs, ils ont tous très très bien compris l'intérêt. Ce qui est plutôt positif et rassurant. Ça, c'est sûr. Et pour finir, tu me recommanderais qui d'inviter? Ouais, alors je ne l'ai pas prévenu, donc elle apprendra ça en live. Je te recommande d'inviter Carole Klein, qui est cofondatrice d'une boîte qui s'appelle Livy. Et eux, ils font tout l'accompagnement des familles en cas de décès et donc toutes les démarches administratives qui sont liées à l'assurance vie, l'assurance décès, prévenir la sécurité sociale, telle caisse, telle banque. Et donc, à nouveau, là, on parle plutôt d'assurance vie plutôt que de yard. Mais ce qu'elle fait est hyper intéressant et je pense que ça a un très, très bel avenir. Ouais, c'est comme une conciergerie aussi. Ça y ressemble. Eux, ils ont développé davantage d'IA pour prévenir, en fait, tous les organismes qu'il est nécessaire de prévenir suite au décès de quelqu'un. Mais de la même manière que nous, on allège la charge mentale et administrative de l'assuré qui vient de subir un sinistre, eux, ils allègent beaucoup cette même charge mentale et administrative des proches d'une personne qui décède et c'est vendu notamment dans le cadre des assurances prévoyance et donc elle t'en parlera mieux que moi évidemment, mais je pense que c'est très intéressant. Bah, je la contacterai alors. Bah, merci en tout cas d'avoir fait cet échange ensemble. Je trouve ça vraiment super en tout cas d'être lancé là-dedans, d'entreprendre. Tout le monde le fait pas et d'oser surtout. Parce que c'est vrai que quand tu dis, quand tu as un bon poste chez Wacom et de te dire bon bah au final je vais tout lâcher pour partir de zéro, souvent ça peut effrayer pour d'autres et d'autres ça peut être un vrai challenge. Et je vois que pour toi c'est un vrai challenge au quotidien et qu'en tout cas tu t'épanouis là-dedans. Merci Antoine, c'est très gentil. Mais moi j'étais ravie de participer à ton podcast. Et puis oui, c'est un challenge, mais bon, dans la vie, si on n'essaye jamais rien, on n'avance pas beaucoup. Puis si ça rate, je retrouverai un gros job dans une grosse compagnie. Mais on va surtout plutôt viser la réussite de quoi avant ça. Mais, je te souhaite plein de réussite. Merci Antoine. Un grand merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Pour me donner de la force, mets 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme préférée et partage à ton entourage. Moi je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode d'Assurance en coulisses.